Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Les derniers jours de 2019 s'égrènent lentement. C'est un plaisir de vous savoir fidèle à votre émission, Le Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de toujours nous préférer. Et on démarre sur les chapeaux de roue. Avec cette vidéo, nous vous emmenons redécouvrir certains paysages de la Takora. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté. Ça commence tout de suite. Et maintenant, 3 rubriques au menu ce soir. La papaye, ce fruit aux multiples vertus. Vous la connaissez certainement et vous êtes peut-être nombreux à l'aimer. Le Bénin en produit-il assez? Sommes-nous déjà à l'étape de l'autosuffisance? Les réponses sont dans la rubrique Monde agricole. Aujourd'hui, sur Internet, nous avons de multiples possibilités pour nous ouvrir au monde. Et le code du numérique vient recadrer le secteur. Est-il un atout pour la promotion des TIC? Rodolphe Adjaïgbe, chercheur en droit du numérique, sera sur le plateau d'Autant Savoir pour en parler. Le chemin pour l'emploi n'est pas si facile de nos jours. Comment tracer son chemin, surtout lorsqu'on est jeune? La rubrique Expert ce soir s'intéresse à l'emploi des jeunes. Place à présent au premier plateau. Il s'agit de la rubrique Autant Savoir. Voilà, comme annoncé tantôt, Autant Savoir ce soir s'intéresse au code du numérique. Mais avant de recevoir notre invité en plateau, je vous invite à suivre ce reportage. Un immense code, celui du numérique. Un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique, pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyberespace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité, et donc nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur,
du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverses autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités savent à quoi s'en tenir. L'ambition est donc de porter loin le code du numérique. Un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Voilà, retour en plateau avec notre invité Rodolphe Adjaïgbe. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chercheur en droit du numérique. Tout à fait. Ma première question déjà, c'est de savoir si pour vous, vous avez l'impression que ce climat de confiance règne véritablement avec ce nouveau code du numérique. Pour moi, en tant que chercheur, bien sûr, oui. De ce point de vue, il y a déjà une comparaison qui a été faite lorsqu'il faut prendre le cadre législatif actuellement en vigueur au Bénin et dans d'autres pays de la sous-région, qu'on prenne la région CEDEAO ou qu'on prenne l'Union africaine en entier. D'accord. Voilà. Alors, pour vous, est-ce une avancée pour le secteur quand on parle de transformation digitale, que gagne le secteur justement avec ce code du numérique? Une avancée notable dans la mesure où, avec ce code, il y a désormais la prévisibilité, il y a la sécurité juridique et il y a la stabilité dans les relations d'affaires qui sont pas derrière ce code. Est-ce qu'on peut dire alors que ce code est un atout pour la promotion des TIC? Un atout pour la promotion des TIC, déjà en ce sens que le code consacre en tout un livre entier aux prestataires de services de confiance. Et les prestataires de services de confiance, c'est des milliers d'emplois. Alors ça appelle, par exemple, de ces jeunes ou de ces entrepreneurs qui vont s'installer et offrir des services de prestation tels que l'horodatage, tels que la signature électronique, le cachet électronique ou l'authentification de sites internet. Et donc, c'est un véritable atout pour la promotion des TIC. Lorsque vous y avancez, vous savez à quoi vous en tenir et le régime juridique est assez clair. C'est la liberté d'entrée. D'accord. Quand on parle justement de promotion des TIC, on est dans les usages du numérique, on est dans l'entrepreneuriat au niveau du numérique. Est-ce qu'on peut dire que tous les différents secteurs d'activité justement au niveau du numérique ont été impactés par ce code-là? Ce code, il est entier. Il prend en charge au jour d'aujourd'hui tout ce que recèle le numérique. Et il a également laissé d'ouverture. Et si éventuellement, dans les jours à venir, je veux dire dès l'an 2020, lorsque nous avons des avancées technologiques, pas de simples règlements, de simples décrets, on peut rajouter des briques qui manquent à ce moment-là. D'accord, mais depuis que justement ce code a été promulgué jusqu'à l'heure où on parle, est-ce que vous avez l'impression que véritablement on comprend ce code, on sait à quoi il sert et on peut s'y tenir vraiment? Oui, là c'est un véritable problème pour tout juriste, c'est nemo sensetur ignorare legem, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous avons commencé par adopter une culture de vulgarisation, de diffusion de nos tests juridiques, de sorte que aujourd'hui, quand vous regardez, ne serait-ce que le cyberespace, lorsque vous regardez les réseaux sociaux, vous avez l'impression que le code n'est pas assez connu des usagers. Non seulement le code sanctionne les côtés pervers, le code protège les usagers et crée également la confiance en l'utilisation du numérique.
Justement, certains vous parleraient de restriction de liberté aujourd'hui avec ce code. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous avez cette impression-là? La liberté est fondamentale, elle est d'ordre constitutionnel. Si le juge constitutionnel en est arrivé à déclarer le code conforme à la Constitution, madame la journaliste, c'est que les libertés ne sont pas restreintes. D'accord, donc pour vous, hein, pas de problème du côté de la liberté. Mais justement, hein, quel usage on peut faire de ce code-là pour pouvoir véritablement promouvoir son entreprise dans le numérique? Déjà, pour promouvoir son entreprise dans le numérique, vous avez un livre consacré au e-commerce Oui. qui vous encadre, qui vous donne les précisions sur comment faire du commerce électroniquement sans forcément se déplacer. C'était un sous-secteur qui est très peu développé avant l'avènement de ce code. Mais avec le code, nous constatons de plus en plus de grandes surfaces et de petites et moyennes entreprises béninoises présentes aujourd'hui sur le net. Ok, je pense que c'est le moment de repréciser un peu le contenu de ce code-là. Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce code, justement? Le code aborde un certain nombre de thématiques en 7 livres et en 647 articles. Et les 7 livres sont précédés d'un livre préliminaire qui est consacré aux définitions et puis à l'objet du code. Lorsque vous prenez les thématiques comme les communications électroniques, le code en a traité. Les outils électroniques, je veux citer cachet électronique, signature électronique, c'est traité dans le code du numérique. Lorsque vous abordez les questions de protection de données à caractère personnel, j'entends pas données à caractère personnel, toute chose qui permet de vous identifier, ça peut être votre voix, votre photo, vos données biométriques, etc. D'accord. Le code traite également, principalement aussi, parce que ça c'était un grand vide où le Bénin était blacklisté, ça traite de la question de cybersécurité et de cybercriminalité et des questions de cryptologie, c'est-à-dire les chiffrements. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas de loi spécifique qui facilite justement le travail à la police. Aujourd'hui, avec les tests tels qu'ils sont, on peut dire qu'on devrait se sentir en sécurité quand on est sur Internet ou qu'on est dans le numérique. Oui, on se sent en sécurité. Non seulement c'est réglementé, il y a également les institutions aujourd'hui mises en place qui fonctionnent. Vous avez l'OCRC, l'Office central de la répression de la cybercriminalité, qui existait déjà et qui a peut-être été renforcée, qui a été renforcée du point de vue de sa compétence. Et non seulement elle est basée à Cotonou, mais elle a une compétence nationale et traque sérieusement les cyberdélinquants. Vous avez l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est également là, qui recèle en son sein la Commission nationale de cryptologie. Et c'est une agence qui est dédiée à aider les entreprises, aussi bien du public que du privé, à régler les questions de vulnérabilité. D'accord. Alors, pour d'aucuns, le code a mis comment dirais-je, la charrue avant les bœufs, et pour d'autres, le code a anticipé, puisqu'aujourd'hui, quand vous parlez de signature électronique, il y a un certain nombre de termes et de terminologies qu'on voit dans le code que beaucoup ne comprennent pas, puisque ce n'est pas encore dans nos usages. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, tout à fait. Comprenez qu'avec le code du numérique, c'est l'ensemble de nos pratiques dans le monde physique qui s'est transposé simplement dans le monde numérique. Je signe manuellement. Aujourd'hui, à base donc d'outils électroniques, je peux signer. C'est du pareil. D'accord. Et quand on parle de promotion des TIC, cela passe aussi par une e-administration. Est-ce qu'aujourd'hui, cette e-administration est véritablement mise en place déjà? Elle est en cours et elle va se construire davantage. Et au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les dispositifs de paiement, je vais citer le Trésor, je vais citer les impôts, eux, ils le remarquent déjà. Et quand je prends les banques également font beaucoup d'avancées, beaucoup d'efforts. Et nous, usagers, à part les désagréments du genre, ils n'ont pas la connexion au beau-fils, ça c'est tout un autre débat. Oui, c'est clair. Voilà. Nous constatons déjà qu'il y a une interconnexion qui nous permet de ne plus nous promener d'agence en agence. C'est quand même assez d'avancée. Le data center qui est également en train d'être mis en place, surtout dans le cas du Smart Gouffre, et lorsque tout sera finalisé, c'est en ce moment qu'on verra un usage assez avancé et acceptable donc
du numérique au niveau du public. D'accord. Et lorsque vous prenez le document de politique sectorielle, ces projets sont prévus sur l'horizon 2016-2021. Donc nous pouvons dire que ça se construit sûrement. Petit à petit. Les agendas ne sont pas En encore 2021, décalés. on va aviser. Les agendas ne sont pas encore décalés. On viendra refaire le point. La fibre, le maillage, elle est assez avancée et nous devons noter déjà une certaine fluidité dans la connexion. connexions. D'accord. Mais bon, pendant longtemps, au Bénin, on n'avait pas véritablement de juristes spécialistes du numérique. Aujourd'hui, vous êtes chercheur, justement, chercheur en droit du numérique. Est-ce qu'on peut dire que nos juristes maîtrisent cet arsenal juridique-là, de sorte à ce que quand on a des soucis, on peut avoir quelqu'un en face pour nous aider à désamorcer la situation? Il est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Ce n'est pas un problème spécifique au Bénin. Lorsque nous nous retrouvons dans les instances au niveau sous-régional, vous constatez que le problème se pose, que ce soit au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Togo. D'abord, c'est un langage assez rébarbatif. Il faut comprendre ce que le technicien veut dire avant de pouvoir le mettre dans une forme on est dans l'interprétation. Non, avant de le mettre dans une forme juridique. Donc, le langage n'étant pas toujours accessible aux juristes sortis des facultés classiques, il est difficile pour nous, généralement, d'aborder le sujet. D'accord, je ne sais pas si on a 30 secondes. Pour vous, quelles sont les conditions indispensables à ce que véritablement ce code puisse permettre une meilleure transformation digitale ici au Bénin? En 30 secondes, est-ce que c'est possible? Une meilleure transformation digitale au Bénin, il faut continuer de vulgariser le code. Et pour que les Béninois l'intègrent dans leur quotidien. Dans leurs habitudes. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la rubrique Autant savoir. Comme je vous le disais, on recevait donc Rodolphe Adjaïgbe, il est chercheur en droit du numérique. Nous passons à présent au monde agricole. Machel Betoro et son invité, ses patientes, on les retrouve après ceci. Le monde agricole nous parle d'un fruit qui se retrouve très souvent dans les assiettes des Béninois. Il s'agit de la papaye. Je ne sais pas si Machel est venue avec des papayes, on aura le temps de voir. Mais en attendant, on suit un reportage. La papaye est originaire du Mexique et des Caraïbes. Classée dans la catégorie des fruits, la papaye est une excellente source de vitamines pour l'organisme humain. Elle peut être consommée sous forme de dessert au cours d'un repas ou en jus, purée et confiture après transformation. Au Bénin, on retrouve deux grandes variétés de papaye sur le marché de commercialisation. Il y a la qualité solo et l'ordinaire. La papaye solo c'est beaucoup dans le marché et beaucoup de clients aiment ça parce que ça là c'est sucré, c'est rouge à l'intérieur. Mais l'ordinaire c'est quand on coupe ça, c'est jaune et c'est pas sucré. Ceux qui souffrent souvent de la diabète n'aiment pas la papaye solo. On va arrêter au Djendé. Il y a des solos. Solo est non, il y a un bénéfice. Mais les teams, il y a des teams. Et donc voilà, il y a nous mais relais. On a nous des combinaisons. Bijenga est nos problèmes. La papaye se consomme assez et sur plusieurs formes. Les Béninois consomment beaucoup la papaye. Ils aiment trop la papaye. La papaye, vous allez voir, tout le monde a installé les marchandises, mais c'est la papaye qui est en première position. Parce que c'est ça d'abord que les Béninois aiment. Il y a des gens qui font des savons, des pommades avec. Et ils utilisent aussi ce qu'il y a à l'intérieur là, les graines là, pour faire des médicaments. La vente de la papaye au Bénin est une activité qui nourrit plusieurs personnes. C'est le cas de ces revendeuses. Si les gens viennent du village pour nous vendre ça ici, là, ça dépend de la grosseur. Si c'est petit, ça a son prix. Si c'est gros, ça a son prix. Ça là, par exemple, nous pouvons prendre ça chez eux à 2500. 2500. Et revendre ça à 3000. 3500, la quarantaine. L'unité chez nous, c'est à 100 francs. On compte. D'ailleurs, mais
Mais qu'en est-il de la production de la papaye au Bénin? Les bonnes dames se plaignent. Voilà, on se rend compte que la bonne dame, elle est fâchée. Je suppose qu'elle a eu beaucoup d'invendus ou qu'elle a dû jeter un certain nombre de fruits. Machel Betero, sa réaction sur le terrain, ça vous a pas intrigué? Oui, il n'y a pas ça, ce fruit-là aujourd'hui. Et c'est peut-être la pauvre producteur et la photoproducteur qui mettent assez d'engrais et encore des engrais chimiques. Et puis, le fruit n'arrive même pas à faire 24 heures. À peine 24 heures acheter. C'est dommage, hein? Je crois que nous, même quand on n'arrive plus à stocker justement ces fruits-là, c'est ça, on est obligé ça de les agit consommer. même sur la qualité, hein, de ce que... Et on est obligé de les consommer dès qu'on les achète. Nous avons la chance d'avoir un ingénieur agronome sur ce plateau. Je suppose qu'il est producteur aussi. Donc dites-nous, nous les binômes, comme le dit la dame, il ne faut pas que ça se gâte. Hein. Il faut travailler. On a besoin des fruits qui ne se gâtent pas, n'est-ce pas, monsieur Sewaï Marc? Vous êtes ingénieur agronome. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, la papaye est à l'honneur ce soir. Avant tout, est-ce que vous aimez consommer la papaye? Il n'y a pas celui-là qui n'aime pas consommer la papaye. Vous êtes sûr de vous? Oui, vous parce avez que des c'est tests, un des fruit. Statistiques? Non, oui, bien sûr, c'est un fruit qui est à la portée de tout le monde. En termes et de puis, coût. en termes de coût d'abord, et puis ça ne contient pas assez de vitamine C pour empêcher quelqu'un de ne pas le dormir. Alors les autres fruits comme orange par exemple, il y a un moment où il faut consommer. Alors papaye, tu peux consommer de matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de restriction. Non. Machel Betoro, je vous laisse votre invité. Merci beaucoup. Sinon, j'allais vous suivre hein, parce que ça m'intéressait bien. Eh bien, je ne vais pas revenir là. Je continue tranquillement. On va en revenir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut rappeler brièvement à nos téléspectateurs en ce qui concerne la papaye? Bien. Et la papaye a une histoire. L'histoire de papaye, tout d'abord, son origine, c'est venu de l'Amérique centrale. Donc, c'est là où, pour la première fois, on a vu dans l'agglomération, autour de l'agglomération, en Amérique centrale. Et, comme je dis souvent, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de plantes qui étaient arrivées dans notre pays au temps du roi Guézo. Donc, nous allons faire honneur au roi Guézo. Et c'est en son temps que la papaye aussi est arrivée au Dahomey d'alors. Et se voyait. Okay. Donc, papayer, c'est son pied qu'on appelle papayer, l'arbre qu'on appelle papayer. Okay. Papayer, c'est un arbre qui ne grandit pas trop, qui n'a pas de grande taille. 2 à 10 mètres de hauteur, c'est-à-dire la taille maximale de papayer. Et quand on veut reconnaître papayer, souvent ces feuilles se retrouvent en haut, autour d'une petite branche. Et puis, les feuilles, et quand vous comptez bien ça, 5 doigts, 6 doigts, si vous comptez bien. 5 doigts et 6 doigts. Oui, voilà. Mais au Bénin, merci pour l'histoire. Oui. Au Bénin, nous avons combien de sortes de papaye? Voilà. Et pour parler de sortes de papaye, il y en a beaucoup. Ok. Il y en a beaucoup. Et les plus connus? Les plus connus, on dit papaye solo, papaye doux, donc il y a papaye douce, il y a papaye solo, tout ça là, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire la recherche en agronomie, donc je ne peux pas avancer sur les thèmes techniques. Sur notre marché. Sur notre marché. Quand on pas à Missebo et consort, à Saint-Michel. Nous avons des images, dites-moi déjà. Nous avions plus de... S'il vous plaît, ramenez-moi les images, les belles papayes. Oui. Voilà, là, on a c'est quelle papaye? Ça, par exemple, c'est papaye vraiment douce. Papaye jaune, c'est ce qu'on appelle encore la papaye jaune. Papaye jaune. Ok. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est pas papaye solo? Non, c'est pas papaye solo, ça. C'est toujours... C'est papaye ordinaire. Ordinaire. Oui. Okay. Et puis, quand on veut faire la différence, vous opérez, vous allez trouver la couleur rouge. Ok. Il y en a qui prennent la forme de sein. Papaye, forme de sein. Est-ce que vous voyez? Papaye, forme de sein. Oui. Monsieur Sewaï. Alors, on va parler de la production. Est-ce que vous voyez? Dites-nous, au Bénin, quelles sont les variétés qu'on produit le plus? Parce que vous donc, il y a papaye, ça là maintenant, papaye, c'est papaye jaune. L'autre, il y a papaye rouge. Quand on opère, maintenant, papaye qui a la forme de sein. C'est ça qu'on appelle solo? Non. Solo, c'est plus petit. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la papaye couleur rouge. Okay. Qui a d'amandes rouges. Ça a des noms techniques, mais on ne veut pas laisser ce terrain. Comme ça, on le dit. Oui. Donc,
Ils n'ont pas encore montré papaye solo. Papaye solo, c'est plus, ça va revenir. En attendant, on poursuit le débat. Dans le reportage, les dames nous disaient que c'était ça. C'est pas ça, papaye solo? Non plus. Papaye solo non plus. Papaye solo est plus petit que ça. Ah, d'accord. Donc, elles ne savent même pas ce qu'elles vendent, c'est ça? Vous savez, on n'a pas fait une formation de mise à niveau. Oh, d'accord. Alors, dites-nous, sur le marché, vous avez parlé de différentes variétés de papaye, mais est-ce que la papaye est suffisamment produite au Bénin et dans quelle zone? Voilà. Et au Bénin, nous avions 8 zones agricoles. Bon, la zone qui produit bien papaye, c'est la zone de Lama. De la dépression de la Lama? De Lama, pratiquement 3e zone agricole du Bénin. Quand on quitte Ouedo, on passe par Alada et jusqu'au niveau de Seroué. La papaye se produit très bien là. C'est à cause du sol? À cause du sol. Et papaye aime une zone un peu forestière. Là où il y a décomposition des feuilles végétales. Est-ce que vous voyez? Oui. Actuellement, vous parlez de papaye se gâte. Si ce n'est pas ces zones, les gens accompagnent un peu d'engrais et ça donne. Est-ce que c'est un peu? Un peu. Monsieur Sewaï, ne restons pas dans la langue de bois. Est-ce que c'est un peu? Un peu. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, après ces zones, on peut produire aussi papaye sur tout le territoire du Bénin. Est-ce que vous voyez? Actuellement, au nord comme au sud. Au nord comme au sud, parce qu'on fait dans les jardins de culture maraîchère. On ne peut pas produire ça au niveau des montagnes de Dassa. Hein? Autour des montagnes de Dassa, on peut produire parce que après, il y a la dépression, il y a la chute d'eau. D'accord. Toutes les eaux qui tombent sur la montagne redescendent et on fait barrage collinière autour des montagnes et on peut faire la papaye. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la production, vous avez parlé de zère, oui, Seroué, Alada, Tofort, je peux même ajouter Zinvi à côté, pour avoir. Mais est-ce que toute la papaye que nous produisons au Bénin arrive à suffire sur le plan national, c'est-à-dire en matière de consommation? Est-ce que nous arrivons à satisfaire le marché aujourd'hui? Tout d'abord, au Bénin, il n'y a pas de spécialistes. Normalement, pour être spécialiste de production de papaye, il faut suivre certaines formations. Parce que papaye, lorsque vous avez les graines, c'est une plante qui se multiplie par graines. Quand vous faites la pépinière, il faut aller repiquer d'abord à 3 mètres ou bien à 4 mètres entre les plants. Au niveau des graines, on ne peut pas identifier papaye femelle et papaye mâle. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que il faut ces deux plantes là pour donner du papaye. D'accord. S'il n'y a pas de papaye, il faut le mâle et la femelle. Très bien. Comme dans tout. Oui, comme dans mais est-ce que c'est ça qui... Parce que ma question était de savoir... Est-ce par rapport à l'autosuffisance? Maintenant, si vous ne connaissez pas ces phénomènes, vous n'allez pas produire correctement le papaye. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand vous produisez le papaye, il faut savoir que le mâle doit être à côté avant que la production soit... Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous pouvez me dire si aujourd'hui, Seroué, Alada, Tofort et tout ce qu'on vient de citer arrive à couvrir le Bénin en matière de production à papaye? Est-ce que nous arrivons à consommer notre papaye de façon suffisante? Bien sûr. Il y a assez, si vous prenez votre véhicule d'ici maintenant, après Aboum et Caravi, jusqu'à la hauteur de Kasserolo, 7 heures, il y a de papaye au bord de la route. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a suffisamment. Donc, oui. Et maintenant, c'est la manière de conserver que les gens ne maîtrisent pas. Okay. Est-ce que vous voyez? Sinon, on peut conserver papaye correctement et utiliser après. D'accord, ça veut dire que pour l'instant, nous n'avons pas d'importation de papaye au Bénin. Ce n'est que notre papaye qu'on consomme. Bien sûr, c'est que notre papaye. Le producteur qui se met dans cette activité-là, qui ne fait que la production de la papaye ou bien du papayer, est-ce qu'il peut s'en sortir, que ce soit au niveau du producteur ou de la vendeuse? Il peut s'en sortir. Nous, les agronomes, on est en train de les orienter vers la transformation de papaye en jus. Est-ce que la dame a dit maintenant que voilà, Solo est derrière. Voilà, c'est Solo qui... Est-ce que vous voyez? Donc, on est en train d'organiser maintenant les producteurs à faire la transformation de papaye parce qu'il y a que ça se gâte. Et quand ça se gâte, il faut arriver quand même à transformer
pour que les gens bénéficient. Alors, déjà que la papaye est constituée en filière, comment pensez-vous qu'on peut assainir le secteur pour que les Béninois, que ce soit au niveau des producteurs, des vendeurs ou des consommateurs que nous sommes, qu'on puisse bénéficier vraiment de ce produit sans pour autant, avoir des risques de maladie? J'ai même déjà répondu à la question avant que je dis, on est en train d'organiser la filière en organisant maintenant les producteurs, bien les revendeuses. Là, oui, mais tout ce dont vous nous parlez, quand vous parlez des formations, c'est distinguer le mâle et la femelle. Est-ce que c'est seulement à ça que cela résume? Non, si vous distinguez mâle et femelle, vous allez donner un coup de fouet à la production. Lorsque vous avez trouvé assez de fruits maintenant, et vous voyez que la conservation va vous créer des problèmes, il faut transformer ça en jus. Il n'y a pas que les jus, il y a aussi les confitures, il y a bien les sûr, purées. voilà. Et est-ce que la transformation de la papaye au Bénin est chose faite aussi? Bien Très sûr. rapidement. Oui, c'est fait. Et les Béninois connaissent ces produits-là? Bien sûr. Ils connaissent ça, les jus, ils consomment les jus. Et maintenant, si nous allons faire le traitement des maladies aussi, et les gens transforment même papaye vert en un médicament pour traiter. Je pense qu'on ne va pas entrer dans la... Non, on aura peut-être le temps de faire un plateau. Voilà. Mais moi, je pense que il y a des précisions que je vais peut-être vous appeler prochainement pour que vous nous donniez des précisions. Parce que vous allez rester beaucoup plus producteur, mais on n'est pas rentré réellement dans la consommation. Papaye, même c'est la pharmacie. Voilà. Merci beaucoup quand même à vous, Maxey Wahi, de nous avoir apporté toutes ces précisions en ce qui concerne la papaye. Tout compte fait, les Béninois consomment la papaye. Je consomme la papaye. Tout le monde consomme la papaye. Et bonne fête avec la papaye. Merci. Mesdames et messieurs, on retrouve la rédaction pour le journal et on se retrouve tout juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Les jouets sont essentiels pour le développement de l'enfant et la fête de Noël est une occasion pour offrir des cadeaux aux enfants. Mais comment bien les choisir, on en parle dans ce journal. La femme doit être à l'aise et vivre l'accouchement comme un événement heureux. L'accouchement humanisé offre aux parturientes toutes ces conditions, mais ce type d'accouchement a encore des limites au Bénin. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des ONG a pris ces dernières années une allure exponentielle au Bénin, bon ou mauvais, on en saura davantage. C'est la période de fin d'année, la fête de Noël est déjà là. Qui dit Noël dit jouets. Plusieurs stands de vente de jouets s'animent un peu partout, surtout dans la ville de Cotonou. Et on y trouve différents types de jeux pour les enfants. Mais quels jouets faut-il offrir à son enfant et comment s'y prendre dans son choix? Rodrigue Babagbeto s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Des stands aux mille et une couleurs brillant sous le poids des rayons du soleil au zénith. Les articles sont exposés en grand nombre à l'attention des clients désireux d'offrir des jouets comme cadeaux aux enfants en cette fin d'année. Il y a des ordinateurs, des tricycles, des jeux de pêche, des drones et des tablettes. Hélicoptères télécommandés, avions télécommandés. Nous vendons également des hélicoptères et avions télécommandés, des jeux de santé pour être un beau docteur et même pour prendre soin de son bébé. Face à cette panoplie de jouets, difficile pour certains parents de faire leur choix, les vendeuses deviennent alors des conseillères. La vendeuse nous conseille sur les choix à faire en fonction de l'âge et de la classe de l'enfant. Maternelle 1 et à maternelle 2A. Ça n'a pas été facile, donc la dame m'a aidé à faire mon choix et je l'ai pris les trousseaux à sac pour la cuisine et après ça je l'ai pris d'autres choses. Si un seul jouet suffit pour amuser un enfant, il suffit également pour instruire ce dernier et éveiller ses sens. Pour cette pédopsychiatre, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, son désir, son centre d'intérêt et son besoin du moment pour un choix idéal. Le jeu est important dans la vie de l'enfant. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant se développe par le jeu.
Pour un enfant de moins d'1 an, on a besoin d'éveiller ses sens. Donc il faut lui offrir des jouets sonores, des jouets colorés. À partir de 5 ans, l'enfant est déjà en train de se socialiser. Donc il lui faut des jouets avec lesquels il pourrait être en interaction avec les autres. Par exemple, un ballon. Avec un ballon, il est en interaction avec ses pairs. Et pour les grands enfants, on pourrait offrir des jeux de logique, de mémoire. Cependant, certains jouets sont à exclure de la liste. C'est vrai, il est dit qu'il ne faut pas offrir certains types de jouets aux enfants, notamment tous les jouets dans lesquels il y a une certaine forme de violence qui est exercée. Les enfants imitent les adultes en les laissant utiliser ces jouets. C'est un peu banaliser l'acte de violence très tôt chez l'enfant, ce qu'il pourra intérioriser. Et plus tard, ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur sa façon d'être en relation avec son entourage. En fonction de leur âge et du développement de leur habileté, les enfants s'intéressent à différents jouets. Pour l'enfant, un jouet qui ne correspond pas à ses besoins ne représente aucun défi. Se fier à l'âge recommandé mentionné sur l'emballage pourrait bien être aussi une façon de trouver rapidement un jouet à la fois amusant et instructif. Je l'annonçais dans les titres, les femmes en salle d'accouchement doivent bénéficier d'un traitement en conformité avec les droits fondamentaux de l'homme. L'accouchement humanisé est un modèle de soins basé sur la bienfaisance et la bienveillance à l'égard de toutes les parturientes, même en cas de césarienne. Annick Nonouou est sage-femme et activiste des droits humains. Elle nous explique au micro de Aurélie Sauton les limites de l'accouchement humanisé au Bénin. Quand on parle d'accouchement humanisé, c'est qu'il s'agit d'un accouchement qui se base sur des fondamentaux. Et dans la pratique, on doit respecter les libertés individuelles. On commence par le droit d'accès. La femme qui est enceinte a un conjoint. Si le conjoint est disponible, il doit être la seconde personne qui accède à la salle d'accouchement. Mais s'il n'est pas disponible, la femme a le droit de choisir la personne de son choix, en qui elle a confiance, parce qu'elle doit être assistée du début jusqu'à la fin. En dehors du droit d'accès, il y a les libertés qu'il faut respecter. La liberté de boire et de manger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit aux femmes, non, non, vous ne pouvez pas manger parce que ce que vous passez au bloc, c'est un faux problème. C'est des normes historiques nuisibles pour la santé. La femme en travail a le droit de manger et de boire. Elle a la liberté de position. Elle doit se mouvoir comme elle veut, adopter toutes les positions qui lui sont confortables, tant pendant le travail d'accouchement que pendant l'accouchement lui-même. Cet accouchement se pratique déjà au Bénin depuis les années 2009. Mais le vrai problème, c'est l'adhésion au concept. Ceux qui ne sont pas formés sont majoritaires et préfèrent le modèle de soins terroriste, le modèle de soins paternaliste, le modèle de soins consuméristes. Quand on parle de modèle de soins terroriste, c'est que l'agent de santé se prend tout puissant, il se prend comme Dieu pour la patiente n'a rien à dire, elle subit et puis ça s'arrête là. Mais le modèle de soins qui est conseillé, c'est le modèle de soins humaniste. Même s'il s'agit d'un accouchement pathologique, l'accouchement doit être humanisé. Humanisé, mais ne respectant pas peut-être les positions, certaines choses qui sont contre-indiquées. Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales. Ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces ONG et la situation inquiète. Evra Ranani nous éclaire dans ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit
avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Au Togo, il est désormais interdit l'utilisation, l'importation et la commercialisation du glyphosate et tout produit le contenant. La décision a été officialisée à travers un arrêté ministériel. Un moratoire de 12 mois a donc été accordé pour l'écoulement des produits introduits avant cette date. L'arrêt met ainsi un terme à près de 2 années de supputation et de malentendus autour du puissant herbicide au cours desquels les avis auront été partagés sur son utilisation ou non. Le glyphosate commercialisé depuis 1974 est depuis quelques années un sujet à controverse sur le plan international et a été interdit dans de nombreux pays du fait de ses effets néfastes sur l'environnement et la santé. Le processus de relecture des tests de base du marché financier régional est lancé au Sénégal. Cette réforme vise la modernisation du cadre réglementaire. Objectif, améliorer la régulation et développer un marché financier déjà dynamique. Cette réforme est initiée par le Centre régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Roguiato Ba pour le reportage. Depuis la première opération de levée de ressources en 1998, 11 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché financier régional, un marché dont le potentiel n'est pas suffisamment exploité. Aussi, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a-t-il lancé le processus de révision des textes de base du marché financier régional. L'enjeu de ces réformes, c'est que ça ouvre une nouvelle ère pour notre marché, puisqu'il faudra revoir le cadre d'exercice, les acteurs, les opérations, les transactions et pouvoir le mettre en harmonie avec l'évolution des standards au plan international. Donc nous avons un certain nombre d'efforts à faire pour que notre marché soit attractif, mais surtout qu'il soit au service des économies. Les États, qui sont les principaux bénéficiaires des ressources mobilisées sur le marché financier régional, accompagnent le Conseil dans sa politique de modernisation. Dans un contexte de sollicitation accrue des États au regard de leurs ambitieux programmes nationaux de développement ou d'émergence et du secteur privé, moteur de la création d'emplois et de richesses, il apparaît nécessaire et urgent de poursuivre l'effort de modernisation du cadre réglementaire pour le rendre davantage attractif tout en consolidant la protection des épargnants. Les travaux de relecture des textes du marché financier régional sont menés par un cabinet international d'avocats. Il dispose de 6 mois pour remettre au Conseil régional des projets de textes
Des projets pour faire du marché financier régional une place financière attractive et sécurisée. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24. Voilà, retour donc sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est l'heure de la dernière rubrique de ce numéro du Grand Rendez-vous. Il s'agit de la rubrique Expert. On en parle et on en parlera toujours. Pour beaucoup, le chômage sévit au sein de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Nous recevons sur ce plateau Ablawa Boko, elle est sociologue et spécialiste des questions de jeunesse. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi, Agnat. Je peux vous rassurer que moi, je suis beaucoup plus contente que vous. C'est toujours bon d'avoir des femmes sur certaines thématiques. Ah oui. Et on fait la promotion de la femme, évidemment. Merci de le faire, en tout cas. Alors, déjà, vous êtes jeune, je le suis aussi. Quand on dit jeunesse et emploi, vous pensez à quoi? Quand on dit jeunesse et emploi, moi, je pense que c'est deux mots qui vont très bien ensemble parce que la jeunesse, c'est cette partie de la population qui est forcément à la recherche de l'emploi parce que c'est soit des personnes qui ont fini leur cursus scolaire, leurs études et qui cherchent à être employées ou des personnes qui sont toujours en train de se faire former et qui demain auront besoin d'emploi. Donc, ces deux mots vont forcément toujours ensemble. D'accord, et pourtant, pour certains, le marché du travail n'est pas ouvert aux jeunes. Est-ce un avis que vous partagez? Oui, oui et non. Le marché du travail est devenu l'accès, je vais dire, c'est l'accès au marché du travail qui est devenu tellement difficile pour les jeunes aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. On parle souvent de ce paramètre-là qui est l'inadéquation entre la formation qu'on reçoit et l'emploi ou l'offre de ce marché-là. Donc déjà là, il y a un problème qui se pose parce que le jeune finit une formation, mais sur le marché du travail, il ne trouve pas ce qu'il pourrait faire en fait. Et même lorsqu'il postule à un poste, c'est qu'on voit que en fait ses compétences ne conviennent pas pour le poste. Donc il y a un problème qui se pose là déjà. Là, ça se comprend aisément puisque beaucoup se plaignent justement du manque d'offres d'emploi. Mais pour vous, c'est d'abord, c'est pas l'emploi qui manque, c'est plutôt l'inadéquation par rapport à la formation. Tout à fait, tout à fait. Et là, ceux qui sont dans le domaine parlent de l'employabilité de la jeunesse aujourd'hui, parce que l'offre est là, mais les entreprises, parce qu'ils sont toujours à la recherche d'une certaine performance, ils ont un certain profil. Ils ont des besoins spécifiques. Très spécifiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quand même, si je peux m'exprimer ainsi de façon très claire, c'est quand même de gagner des marchés, c'est quand même de grandir. Et donc, ils ont des besoins spécifiques. Et donc, l'offre est là. Mais quand les jeunes viennent et postulent, on remarque que vraiment, ça ne peut pas, ça ne va pas avec, en fait, avec l'offre qui est disponible. Donc, il y a forcément ce problème qui est très profond. Et je pense que les gouvernants sont en train de chercher à régler ce problème-là avec un coaching qu'on offre aux élèves pour savoir où est-ce qu'il faut caler un et l'autre. Mais il y a déjà les sessions d'orientation. C'est ça, les séances d'orientation et tout ça, et qui aident les enfants déjà. Mais je pense que c'est suffisant? Il faut commencer très tôt. Parce que ces séances, on les organise pour les bacheliers. Mais moi, je pense qu'il faut commencer très tôt. Beaucoup plus tôt. Parce que déjà, choisir sa série, il faut déjà commencer là pour que l'enfant puisse choisir la série qui lui convient, la série dans laquelle il pourra vraiment faire ressortir ses compétences internes. Et là, ce sera beaucoup plus efficace. Oui, mais quand l'enfant est beaucoup plus jeune, quelle est sa part de responsabilité? Est-ce une façon de pouvoir interpeller les parents sur ce plateau? Absolument, parce que les parents pensent qu'ils sont dans l'obligation ou dans le devoir de choisir une filière ou une série pour les enfants. Mais en fait, c'est en collaboration avec l'enfant qu'il faut choisir. Déjà, quand l'enfant, dès le bas âge, il faut observer l'enfant, voir les choses qui l'intéressent, voir dans quoi l'enfant est passionné. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que il faut
observer l'enfant. Et lorsque le choix se pose maintenant, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour aider l'enfant, pour l'orienter. Pas lui choisir la série ou la filière, mais l'orienter vers ce qui est bien pour lui. C'est ce que les parents sont appelés à faire. Et leur rôle est capital. Non pas qu'on leur dise de laisser les enfants, mais qu'ils soient là pour orienter l'enfant, parce qu'eux, ils vont jouer le rôle de personnes extérieures qui voient les choses. L'enfant, lui, peut vouloir aller dans un sens, mais eux, ils sont extérieurs, ils voient les choses et pourront dire à l'enfant, attention, si tu prenais par là, ce serait bien pour toi. Donc, les parents, ils ont un rôle capital, mais pas un rôle de choisir, mais un rôle d'orienter les enfants. Encore qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a des spécialistes en orientation. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les écoles aussi puissent s'insérer un peu dans cette logique-là afin de permettre aux enfants, aux apprenants, de pouvoir bien choisir le filière? Souvent, je dis ceci, pas que parce que je suis sociologue, mais je dis il y a 3 types de professionnels dont les écoles ont beaucoup plus besoin. Il y a un psychologue, un sociologue et un coach. Un coach scolaire ou un coaching scolaire, ceux qui sont dans ce domaine-là. C'est très important parce que déjà, ça permet à ce que l'enfant puisse être suivi comme cela se doit. Aujourd'hui, on constate que les parents ont beaucoup de responsabilités dans leur emploi et s'ils ne font pas attention, ils vont perdre l'emploi. Et donc, du coup, les enfants sont un peu laissés pour compte. Et c'est à la dernière minute, quand il faut choisir, que le parent dit, bon, c'est ce que tu vas faire. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'observer. Dans la plupart des cas aussi, il y a la question d'héritage. Oui, on remarque que les médecins, par exemple, ils veulent bien que tous les enfants deviennent médecins. Oui, ou alors c'est peut-être une personne qui n'a pas pu faire un métier et dit, mais mon enfant va faire ça. Mais lorsqu'il y a déjà dans l'école quelqu'un qui se charge du coaching scolaire, là, la personne observe l'enfant, voit l'évolution de l'enfant, les matières dans lesquelles il travaille et saura dire aux parents, mais votre enfant, je proposerais qu'il aille dans tel sens ou dans tel autre sens et ce serait bien pour l'enfant. Mais bon, moi je me demande si pour vous, une meilleure orientation déjà permet aux jeunes plus grands de pouvoir s'insérer professionnellement. Ah non, le problème ne se règle pas à ce niveau. C'est pas aussi facile. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur métier, qui aiment ce qu'ils font. Ils sont vraiment dans la filière qu'ils devraient choisir, mais ils ne trouvent rien à faire. Donc, il y a un autre problème qui est sur le marché de l'emploi, et là, c'est saturé, comme on le dit. Il y a beaucoup trop de personnes qui viennent sur le marché, plus que le marché ne peut contenir, en fait. Et donc, là, il y a un problème maintenant au niveau de ce jeune-là. Moi, je pense qu'au niveau de ce jeune qui est formé, il faut qu'il montre, qu'il démontre à une entreprise qu'il est capable de leur apporter quelque chose. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les entreprises cherchent de la performance. D'accord. Voilà. Si vous permettez, on aura l'occasion de revenir sur comment s'insérer. Mais moi, il y a un paramètre qui m'intéresse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent on n'a pas de l'emploi, on ne veut pas nous donner de l'emploi. Mais les aînés, eux, ils disent les jeunes, quand on leur confie des responsabilités, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas vraiment travailler? En tout cas, c'est ce dont on nous accuse. Ah oui, c'est souvent ce qu'on entend dire, mais je dirais que il y a des jeunes quand même qui se battent, il y a des jeunes qui travaillent. C'est le lieu de les féliciter. C'est ça, il faut vraiment qu'on félicite ces jeunes-là qui font de leur mieux quand on leur offre, quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer, ils arrivent à le faire. Quand on leur donne l'opportunité de montrer de quoi ils sont capables, ils arrivent à le faire. Mais dans le même temps, il y a des jeunes qui déjà, quand ils ont l'emploi, et bon, je l'ai déjà, c'est tout, et je peux faire ce que je veux, et puis tant mieux, quoi. On se fout pas mal. Ou alors, c'est qu'il a choisi une filière qu'il ne désirait pas trop. Donc, il a suivi les cours comme ci, comme ça. Il ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, quand il vient maintenant, il a le poste, il ne sait pas comment s'y prendre. D'accord, vous posez un véritable problème, hein, parce qu'il paraît qu'au niveau de la pratique, on n'est pas toujours défaillant. Mais ça me rappelle ces fameuses 2 ans d'expérience. Beaucoup de structures aujourd'hui demandent aux jeunes, avant de l'engager, il faut qu'il ait de l'expérience. Mais comment il acquiert cette expérience? Il va trouver ça où? C'est ça, justement. Parce que quand il demande déjà un stage, c'est problématique, difficile de trouver un stage et on lui demande d'avoir 2 ans d'expérience. Il va trouver ça où? Vous savez, ce problème-là du marché du travail, c'est complexe en fait, parce que c'est
tout un mélange de choses qui s'engrangent et qui font que la difficulté est là. Parce qu'on lui demande 2 ans d'expérience et là, il demande même un stage non rémunéré et difficile, il ne l'a pas. D'où la question, en tant que jeune, comment on fait pour s'insérer, comment on trace son chemin? Oui. Et moi, je dirais, comment on trace son chemin? Parce que lorsqu'on parle de chemin, c'est qu'il y a une voie qu'on voudrait suivre et il faut chercher à connaître les défis qu'il y a sur ce chemin-là. Et les défis, on en a parlé brièvement ici. Et moi, je pense que ce que moi, je vais inviter les jeunes à faire, c'est de forcer un peu de cette porte-là qui refuse de s'ouvrir devant soi. Et forcer comment? Je l'ai dit, les entreprises cherchent de la performance. Alors, j'observe une entreprise où je veux vraiment travailler. C'est une entreprise qui me plaît. J'ai envie de m'investir dans cette entreprise-là. J'observe bien l'entreprise. Je vois les défis que l'entreprise a et je vois en moi-même ce que j'ai, la capacité ou les compétences que j'ai pour apporter à cette entreprise-là, pour aider l'entreprise à régler peut-être un problème que moi j'ai remarqué. Et si j'arrive à demander audience, à être écouté et à montrer à l'entreprise, vous avez tel problème et moi je peux apporter une solution. Voilà une manière pour un jeune quand même de forcer un peu la porte. Oui, parce que forcément, il y a des problèmes que les entreprises ont, mais comme ils ne savent pas comment faire, ils laissent les problèmes en suspens. Là. D'accord. Mais je ne sais pas, il nous reste peut-être 1 minute, mais j'aimerais qu'on puisse en parler. Pour beaucoup de jeunes, l'emploi, c'est forcément ce qu'ils ont appris à l'école. D'où la notion de se réinventer pour s'insérer. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Absolument. Les jeunes pensent que c'est ce que j'ai appris qui va m'aider à trouver un emploi et tout. Mais moi, je dirais à ces jeunes qui nous suivent en ce moment, vous avez en vous peut-être un talent, un don, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que quand vous le faites, vous êtes tellement passionné que on arrive difficilement à vous décrocher de cela. Alors, allez sur ce terrain-là. Trouvez-vous en ce que vous aimez mieux faire et cherchez à entreprendre dans ce domaine-là. On parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat et les jeunes pensent que bon, l'entrepreneuriat, c'est voir là où ça marche bien de s'insérer. Non, moi je dirais que l'entrepreneuriat, c'est trouver en soi ce qu'on aime mieux faire, de transformer cela en innovation. Merci à vous, Ablawa Bokor. Nous rappelons que vous êtes sociologue et spécialiste des questions de jeunesse et à l'endroit de tous les jeunes qui nous suivent et qui sont peut-être au chômage, je pense qu'il est l'heure de leur dire que quelque part se trouve un emploi qui vous est destiné. Absolument. Faites tout pour le trouver et cessez de croiser les bras. Ce sera tout pour le bal des plateaux sur ce numéro du Grand Rendez-vous. Et vous l'avez compris, hein, le Grand Rendez-vous ne va pas s'achever, en tout cas, quand c'est Agnès Bello qui est lead. On parle citation. Citation ce soir, c'est une citation qui nous vient de Nelson Mandela et elle dit ceci, avec la collaboration de la régie, bien évidemment. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. C'est une citation de Nelson Mandela qui nous exhorte donc à puiser en nous tout ce qu'il faut comme dose de courage pour pouvoir rebondir et affronter justement ces problèmes-là que la vie met parfois sur notre chemin. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir et j'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à être avec nous. Bye bye.